Bien, donc bonjour. J'ai choisi de vous parler de turbulence superfluide. Donc automatiquement, je vais passer du temps à parler de la turbulence et des superfluides, du pourquoi il peut être intéressant. Excusez-moi. Parlez-moi fort. On va baisser la lumière. Ah, baisser la lumière. Alors là, j'avoue mon incompétence. Là, les clés sont. C'est là, c'est celle-là. C'est là-haut, là-haut. Voilà. Merci. Donc justement, on va profiter. Bon, c'est des sujets qui soulèvent pas mal de questions. Et je vois que finalement, vu la configuration des lieux, il n'est pas impossible de poser des questions. Et n'hésitez pas, j'aime bien parce qu'il est très difficile de répondre à des questions non posées. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc la turbulence déjà, bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a des gens qui présentent la turbulence comme un des grands problèmes qui reste à résoudre. Bon, honnêtement, j'ai quand même travaillé sur d'autres sujets, par exemple en physique des solides, et il y a beaucoup de sujets. Si on en savait autant que sur la turbulence, on considérerait que le sujet est résolu. Le problème, si on veut dire, c'est qu'en turbulence, on peut voir beaucoup de choses. Il est hors de question, par exemple, dans un ferromagnétique, d'avoir les émentations en tout point de chaque atome. Par contre, il est possible, dans un écoulement, de connaître la vitesse en tout point maintenant. Donc on avait une très bonne résolution. Donc il est certain qu'on voit des choses qu'on n'est pas capable, avec un détail qu'on n'est pas capable de voir dans d'autres domaines. Et quand on voit des choses qu'on ne comprend pas parfaitement, évidemment, on a envie de les comprendre, et donc on dit qu'on n'est pas compris. Et puis, en plus, il y a quand même, avec la turbulence, de gros enjeux techniques. Et ce n'est pas aujourd'hui que les gens s'intéressent à la mécanique des fluides, et la turbulence toujours a posé problème pour avancer plus dans la technologie. Donc tout ça, ça fait que les enjeux techniques et le fait qu'on a une visualisation, une connaissance expérimentale du sujet plus profonde que dans d'autres domaines, fait qu'on a toujours quelque chose à connaître. Alors pour montrer quand même que c'est pas quelque chose d'anodin, la turbulence, je vais vous lancer dans presque un cours. Donc la question, je vais poser la question, qu'est-ce qui fait, quand on voit un écoulement, qu'on a envie de dire que le fluide qu'on voit s'écouler est visqueux ou pas visqueux? Par exemple, si vous faites s'écouler du miel, vous allez en dire que c'est clair que le fluide est visqueux. Si vous voyez s'écouler de l'eau ou du mercure, bon, vous avez envie de dire qu'il n'est pas visqueux. Mais qu'est-ce qui fait? À quoi compare-t-on la viscosité spontanément? C'est la question qu'on peut se poser. Donc ce que je vous propose, c'est d'analyser une expérience par la pensée. Je vous propose que pour savoir si un fluide est visqueux ou pas, vous le jetez par terre, vous avez une nappe qui court par terre, et de deux choses l'une, ou le fluide s'arrête sur une longueur qui est de l'ordre de l'épaisseur du fluide, et là on dira que c'est visqueux, ou bien il court sur une très grande longueur, on dira qu'il n'est pas visqueux. Donc je vous propose cette expérience de l'analyser. Et bon, là, il faut se lancer un peu dans les caractérisations. Il faut donner une masse volumique au fluide, une viscosité. On va appeler D la longueur d'arrêt. Et on va considérer une partie du fluide que j'ai figuré dans ce carré noir, là, de surface de base S, de hauteur H, et puis on ne va pas compliquer, on va prendre la distance entre H aussi, la vitesse U. Et donc tout ça, en négligeant les facteurs 2, ça fait une énergie cinétique qui est la masse d ρ fois S fois H, fois le carré de la vitesse U2. Et cette énergie cinétique, elle va être dissipée par la force de friction. La force de friction, c'est la viscosité qui va la faire. Et donc ça va être la surface multipliée par la viscosité, multipliée par la variation de vitesse de haut en bas, U sur H.
et puis pour le travail par la longueur sur laquelle cette force va travailler. Donc en égalant tout ça, on voit que D sur H, on l'a à la fin, là, on a H et dénominateur et des numérateurs, il y a un U qui va s'éliminer, les S évidemment vont s'éliminer, et donc ce qu'on va trouver, c'est que finalement D sur H, c'est ρ UH sur étable, et ça c'est exactement ce que M. Reynolds, à la fin du 19e siècle, a proposé comme nombre caractérisant justement la turbulence, le nombre de Reynolds. Quand il est grand, le fluide a des chances d'être beaucoup plus turbulent que quand il est petit. Donc, vous voyez que nous, on y arrive d'une façon différente, c'est en gros le rapport entre la longueur d'arrêt du fluide et ses dimensions. Donc vous voyez que quand on voit s'écouler un fluide, finalement, c'est pas sa viscosité qu'on juge, c'est le nombre de Reynolds directement. On juge le nombre de Reynolds. Si on peut dire que les laves hawaïennes sont peu visqueuses, c'est parce que le nombre de Reynolds correspondant à leur écoulement, leur épanchement, est grand. Par contre, si on regardait la viscosité, je pense, sans me risquer beaucoup, que la viscosité de ces laves est voisine de celle du miel. Mais les dimensions d'un écoulement de miel ne sont pas les mêmes que les dimensions des écoulements de vin. Alors j'ai regroupé quelques nombres de Reynolds. Donc vous voyez, là, ça correspond à une expérience que j'ai eue quand j'étais petit au lycée. Paramécie, c'est ce qu'on vous montre en sciences naturelles pour montrer un animal unicellulaire qui se déplace. Et je ne sais pas si vous vous êtes fait cette remarque. Moi, la remarque que je m'étais faite en le regardant sous le microscope, c'est que cet animal avait l'air de se déplacer dans un fluide visqueux. Or, ce fluide, c'est de l'eau, d'accord? Il n'est pas plus visqueux que celle que vous avez dans un baquet. Seulement, comme on le voit au microscope et qu'on voit l'écoulement autour d'une paramécie, et que le nombre de Reynolds correspondant est inférieur à 1, on a l'impression de voir un fluide visqueux. Alors évidemment, avec du miel versé, c'est aussi plus petit que 1. Par contre, très vite, même avec les tout petits poissons d'aquarium du centimètre qui se déplacent dans les aquariums, et très vite, on se retrouve avec un nombre de Reynolds de 10 puissance 3. Alors, pour pas tout faire dans l'eau, j'ai pris un coureur aussi, et puis c'est amusant de constater que le nombre de Reynolds d'un coureur, c'est à peu près le nombre de Reynolds d'un nageur, c'est pareil, c'est 10 puissance 6. Et puis je finis sur les extrêmes. Tiens, au sous-marin, je me souviens, il y a quelqu'un qui est un astrophysicien qui me prenait de haut, il disait au moins, avec les écoulements en astrophysique, on a des beaux nombres de Reynolds. Alors je lui ai demandé, mais combien? Ah ben dans les galaxies, on atteint 10 puissance 9. Je lui ai dit, bon ben un sous-marin, c'est déjà presque ça. Donc, vous voyez qu'on sait quand même des nombres de Reynolds parmi les plus grands qu'on puisse trouver dans l'univers. Alors, quand j'en suis arrivé là, j'aimais bien cette présentation. Et donc je l'ai faite plusieurs fois jusqu'à ce qu'à ce stade-là, il y ait quelqu'un, un collègue, qui a éclaté de rire. Il m'a dit, attends, tu ne vas pas nous faire croire qu'un sous-marin met 10 puissance 8, 200 millions de fois sa longueur à s'arrêter. Parce que, il ne faut pas oublier que le nombre de Reynolds, je vous l'ai présenté comme ça. La longueur, le rapport entre la longueur d'arrêt et les dimensions. Et ça, honnêtement, c'est pas vrai. Parce que 200 millions de fois sa longueur, ça fait beaucoup de fois le tour de la Terre. Il suffirait de lancer avec une catapulte et puis après le sous-marin éternellement. Donc c'est clair que c'est pas ça. Et la raison, l'énorme raison, c'est la turbulence. La turbulence qui fait que quand on a un nombre de Reynolds plus grand que 1, l'écoulement bien gentil que j'ai présenté tout à l'heure avec une variation de vitesse régulière de haut en bas, eh bien c'est plus vrai. Il y a spontanément des tourbillons qui apparaissent. Et ces tourbillons font qu'il y a des variations de vitesse au voisinage de la paroi beaucoup plus rapides que celles que j'ai supposées. Et tout ça, ça va finir par dissiper l'énergie beaucoup plus vite qu'on le suppose quand on suppose un écoulement bien gentil et bien régulier. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a, quel est le mécanisme, pour dire quand même on comprend des choses en turbulence, quel est le mécanisme qui fait que spontanément il y a des tourbillons comme ça qui apparaissent? Eh bien, le mécanisme, c'est un transfert d'énergie par étirement. Vous voyez, si vous avez un élément de fluide, alors j'ai représenté par exemple
un élément de fluide dans un autre tourbillon plus grand. Vous voyez que cet élément de fluide, comme la vitesse n'est pas la même à un bout ou à l'autre, il va être étiré. Et si on étire un élément de fluide, alors il y a quelque chose de très important là que je n'ai pas dit et qui est important, il s'agit de fluide incompressible. Il s'agit de fluide incompressible. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être de l'air, j'ai pris le cas du coureur. Hein. Seulement, dans sa course, le coureur, certainement, il a une pression devant lui plus grande que derrière à cause de sa course. Enfin, ce n'est pas des variations de pression capables de changer notablement la densité de l'air. Et pour changer notablement la densité de l'air, il faudrait qu'il aille à une vitesse voisine de la vitesse du son. Donc, tant que les écoulements sont à des vitesses inférieures à la vitesse du son, on peut considérer le fluide comme incompressible. Et c'est ce que je vais considérer. Et donc, si le fluide est incompressible, si on l'étire, eh bien on le contracte sur les côtés. Et si on le contracte sur les côtés, ça veut dire que ça fait comme un patineur qui tourne et qui rassemble ses bras. D'accord ? On va travailler contre la force centrifuge. Et donc on va augmenter l'énergie de rotation de cet élément de fluide. Donc l'étirement par le mouvement à plus grande échelle transfère de l'énergie, donne de l'énergie au mouvement à plus petite échelle. Et ce mouvement à plus petite échelle lui-même, par les tourbillons, va créer des tourbillons plus petits et ainsi de suite. Ainsi de suite, jusqu'à ce que les dimensions qui sont mises en jeu soient suffisamment faibles pour que le nombre de Reynolds devienne de l'ordre de 1, et donc on se retrouve avec la viscosité jouant son rôle et ici. Donc vous voyez, c'est ça qui fait que la turbulence est très efficace pour dissiper le mouvement, c'est que le mouvement à grande échelle, elle est capable de le transférer vers des petites échelles. Alors, dans ce cas, du coup, à quelle vitesse est-ce que l'énergie va disparaître? Eh bien, bon, ça n'a aucun rapport avec la viscosité. Donc, si vous voulez un taux de diminution d'énergie, l'énergie par unité de masse, donc la masse disparaît, c'est le carré de la vitesse, et le temps qu'il faut, ben, c'est en gros le temps pour le fluide à parcourir ces dimensions. Donc, c'est H2. Donc, la perte d'énergie par unité de masse, ça doit être proportionnel à ça. Et déjà, là, on trouve quelque chose de gênant, d'accord, qui montre qu'on n'a quand même pas tout compris en turbulence, c'est que ce coefficient, si on comprenait tout, eh bien, on saurait le calculer. Eh bien, on ne sait pas le calculer. On ne sait pas. On sait le mesurer, on sait à peu près ce qu'il est, mais on ne sait pas le calculer. Donc déjà, il y a un premier point un peu gênant, qui fait qu'on a envie d'en savoir plus. Alors il y a un autre cas que je mentionne brièvement, qui est un test, que les gens utilisent, la marche descendante, quand ils essayent pour juger les logiciels qui essaient de simuler les grandes échelles d'un écoulement turbulent. Évidemment, si on pouvait se dispenser de simuler toutes les petites échelles où se fait la viscosité, ça serait plus économe en temps de calcul. Donc les gens essaient de faire des modèles pour traduire, voir quel est l'écoulement moyen, simplement. Alors, on sait bien que derrière une marche descendante, eh bien, il va y avoir un peu plus loin, pour l'écoulement moyen, un rapprochement de l'écoulement à la paroi. Et même chose, la distance sur laquelle se fait ce rapprochement, on sait le mesurer. Si on comprenait bien la turbulence, on saurait le calculer. On ne sait pas le calculer à partir des premiers principes. Vous voyez, il y a quand même des choses gênantes. On ne sait pas. Alors, une dernière chose que j'aime bien, vous voyez, je ne sais pas quel effet vous fait cette figure, c'est un enregistrement de vitesse au cours du temps. Vitesse turbulente. Alors, suivant votre sensibilité, bon, je pense que quand même, en gros, vous voyez ça comme un gribouillage que n'importe quel enfant aurait pu faire. Bon, il faut quand même savoir, et ça m'est arrivé, ça me fait un choc, si vous présentez cette figure-là à un spécialiste de turbulence, et bien déjà, il est capable de vous dire si vous êtes en train de vous ficher de lui, et si c'est vraiment un enregistrement de vitesse de turbulence. Il est capable de vous dire si vous le présentez dans le bon sens, ou si vous avez retourné la figure.
C'est capable de savoir dans quel sens va le temps. Et même si vous, comme ici, si vous ne lui donnez pas les unités de vitesse et de temps, il est capable de vous dire quel est le nombre de Reynolds. Donc vous voyez, il y a quand même des informations. Alors, je vais juste passer un petit temps à vous dire comment il sait quel est le sens du temps. Si vous regardez attentivement, le signal monte systématiquement plus vite qu'il ne descend. C'est assez systématique. Il monte plus vite qu'il ne descend. Et c'est comme ça qu'on sait quel est le sens du temps. Bon. Ça c'est un détail. Mais il y a des tas d'autres choses, la vitesse à laquelle, en fonction de l'échelle du mouvement, quelle est la vitesse à laquelle décroissent les fluctuations, ça donne aussi une indication pour savoir si c'est vraiment un écoulement turbulent. Et si c'est le niveau où apparaît où le signal devient un peu lisse, lui donnera une idée du nombre de Reynolds. Donc vous voyez, ça, c'est quand même ce qui est remarquable, c'est que si on voulait créer un algorithme de tirage au hasard de valeurs, qui reproduise une suite comme ça de valeurs de vitesse, qu'un spécialiste ne saurait pas distinguer d'un écoulement turbulent, eh bien jusqu'à très récemment, on ne savait pas le faire. On ne sait pas faire quelque chose qu'un spécialiste ne décèlerait pas comme n'étant pas un écoulement turbulent. Donc il y a une information qui est difficile à trouver, même chose, on essaye de comprendre un peu plus. Alors pour comprendre, quand on est face à des problèmes comme ça, il est souvent utile de changer quelque chose, changer les lois, pour voir quelles sont celles qui jouent sur tel ou tel paramètre, sur tel ou tel résultat. Si on change les lois, il y a des gens qui essaient par exemple de mettre des polymères dans l'eau et ça change la turbulence. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de voir ce qui se passe avec un fluide, avec un superfluide. Alors, même chose, un superfluide, ce qui est curieux, c'est que je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, ou pas bien, pourquoi un fluide, qui est normal, doit devenir superfluide. Mais par contre, je peux vous expliquer pourquoi un superfluide ne peut pas rester superfluide éternellement. Et donc, c'est ce que je vais faire, je vais le faire dans ce sens. Vous voyez, donc, la question, c'est un superfluide, c'est quelque chose, le nom indique bien ce que c'est quelque chose qui coule sans viscosité. Donc, on doit pouvoir avoir un équilibre, un écoulement, dans ce que j'ai figuré comme un tuyau, on a un écoulement de fluide à l'équilibre. Alors que pour de l'eau, si vous lancez de l'eau dans un tuyau, à l'équilibre, elle va être arrêtée par rapport au tuyau. Donc, à l'équilibre, le frottement, c'est un échange de quantité de mouvement. Donc, on va s'intéresser à la quantité de mouvement. La quantité de mouvement par unité de volume du fluide, s'il se déplace à la vitesse v, on a envie de dire que c'est ρ, la densité du fluide, multiplié par la vitesse. Bon, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que justement, on est à l'équilibre, et qu'à l'équilibre, les vibrations thermiques de la paroi vont créer des vibrations aussi thermiques à l'intérieur du fluide. Et ces vibrations thermiques, elles ont une particularité à cause de la vitesse, justement. C'est que, à cause de l'effet Doppler, pour une même longueur d'onde, celle qui, dans le référentiel du fluide, aurait la fréquence nu, elle va avoir une fréquence pour la paroi de nu plus V sur lambda. Lambda, la longueur d'onde. Et par contre, celle qui va dans l'autre sens, à cause du même effet Doppler, elle va avoir une fréquence vue par la paroi qui est nu moins V sur lambda. Bon, vous le savez peut-être, je veux dire, la fréquence est directement reliée à l'énergie des quanta qu'on peut mettre dans ces ondes sonores, dans ces vibrations. Donc, nu moins V sur lambda, ça veut dire que les ondes qui vont en sens inverse de l'écoulement
sont moins énergétiques que celles pour la paroi, que celles qui vont dans le sens de l'écoulement. Et donc, si elles sont moins énergétiques, eh bien, il y en aura plus à une température donnée. Donc, on se retrouve, à cause de la vitesse du fluide, avec plus d'ondes qui vont comme ceci que d'ondes qui vont dans l'autre sens. Or, ces ondes, elles ont une quantité de mouvement. Ça paraît, si ça vous paraît bizarre, vous serez en bonne compagnie. Il y a eu une grande controverse, Feynman, il n'y croyait pas, parce qu'il disait, bon, ben, finalement, une onde sonore, prenez une onde sonore, le fluide il va dans un sens et dans l'autre, en moyenne, ça fait 0. C'était une erreur, sur Feynman, parce que le problème, c'est que cette quantité de mouvement, elle est proportionnelle à l'énergie de l'onde. Et l'énergie, elle est du second ordre. Et là, il faut remarquer que quand le fluide va vers l'avant, il est plus compressé que quand il va vers l'arrière. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une quantité de mouvement, un écoulement moyen. Donc, à cause de la quantité de mouvement de ces ondes, et comme il y en a plus dans le sens inverse que dans le sens direct, eh bien, on va se retrouver avec une correction à la quantité de mouvement par unité de volume. Il va falloir lui retirer quelque chose qui, au premier ordre, pour le faible vitesse, va être proportionnel à V, et qu'on va appeler moins ρNV. Et là, tout de suite, on a une interprétation simple. Je dis, mais c'est bien sûr. Regardez, en fait, il y a deux fluides. Il y a une partie du fluide de densité ρS, qui est ρ moins ρn, qui lui s'écoule à la vitesse V, pas de problème. Et puis un autre fluide, une autre partie du fluide, de densité ρn, qui, lui, reste bloqué à l'équilibre par rapport au tuyau. Donc qui est visqueux. Donc vous vous retrouvez avec ce modèle à deux fluides. Et ce modèle à deux fluides, effectivement, les premières personnes qui avaient étudié les superfluides avaient été amenés à faire un modèle à deux fluides. Parce qu'ils constataient la chose surprenante, que s'ils voulaient faire couler ce fluide à travers des tubes très très fins, eh bien, ils y arrivaient très bien sans différence de pression. Mais par contre, s'ils faisaient osciller quelque chose à l'intérieur du fluide, cette oscillation s'amortissait. Et donc il fallait supposer qu'il y avait deux fluides, effectivement un qui était mis en mouvement quand on oscillait dedans, et l'autre qui restait tout simplement sur place et seul le superfluide passait, quand on passait à l'intérieur du tube. D'accord? Donc le modèle, vous voyez, en fait, il n'y a pas de fluide. Il n'y a pas de fluide. Mais tout se passe exactement comme s'il y avait deux fluides. Et c'est là que je peux vous expliquer du coup pourquoi les superfluides ne restent pas superfluides. C'est que cette quantité, ce ρn, évidemment, si on est à température nulle, il n'y a pas d'onde sonore, il n'y a pas de vibration thermique. Donc vous aurez ρn de t, il est égal à 0. Et il augmente quand vous augmentez la température. Et à un moment, il atteint la densité du fluide. Et si vous avez ρn qui est plus grand que ρ, ça voudrait dire en ρs négatif, ça ne va pas. D'accord? Ça veut dire que la quantité de mouvement est à l'envers de la vitesse, ça ne va pas. C'est instinct. Donc, il y a un moment, une température à laquelle le fluide ne peut plus rester superfluide. Et voilà pourquoi, par exemple, l'eau, elle n'est pas superfluide. Elle serait superfluide vers 3 degrés absolus. Mais à 3 degrés absolus, il y a longtemps qu'elle est à moins 270 degrés Celsius, il y a longtemps qu'elle est solide. D'accord? Et c'est vrai pour à peu près tous les fluides. Ça peut à peu près pour tous les fluides, même pour l'hydrogène qui solidifie à 10 degrés alors absolu, alors qu'il serait superfluide vers 3 ou 4 degrés. Et donc voilà pourquoi on n'a pas d'autre superfluide que l'hélium, dont je vais parler dans un moment. Mais avant d'en parler, je vous fais remarquer que ce modèle à deux fluides induit une particularité très amusante, l'existence d'un second son. Le premier son, c'est tout simplement celui où les deux fluides vont ensemble. C'est-à-dire qu'ils se compressent ensemble et ils se dilatent ensemble. Et s'ils se compressent ensemble et s'ils se dilatent ensemble, ça veut dire qu'on va faire des variations de densité. Et l'autre son, c'est celui où quand le superfluide se compresse, le fluide normal se dilate. Et donc finalement, on n'a pas de variation de densité. Et réciproquement.
Et par contre, ce qu'on a comme variation, c'est une variation de la proportion de fluide normal par rapport au superfluide. Et ça, c'est équivalent à une variation de température. Donc on a deux sons dans ce superfluide. On a un son de densité et un son de température. Je le signale simplement pour mémoire, parce que je le verrai plus tard. Bon, donc j'ai parlé de l'hélium. Effectivement, lui, il ne devient pas solide quand on passe. En tout cas, quand la pression est inférieure à 25 atmosphères, il ne devient pas solide quand on baisse la température. Plutôt, il passe donc dans une phase qui est superfluide, que les gens ont appelé hélium 2. Au début, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils l'ont appelé hélium 2, et il y a une transition. Et cette transition correspond bien exactement au moment où la densité du fluide normal, ρn, devient égale à la densité du fluide. Donc, évidemment, maintenant, on sait faire d'autres superfluides. D'abord, il y a, ça je vous parle de l'isotope 4 de l'hélium, il y a un autre isotope 3 qui a une superfluidité complètement différente, qui arrive à beaucoup plus basse température, vers le millième de degré absolu. Et il y a aussi ce qui a valu le prix Nobel à Claude Cohen-Tanucci, les gaz ultra froids qu'on est capable de faire à très petite densité et qui peuvent devenir superfluides aussi. Mais évidemment, ce ne sont pas des quantités énormes, alors que l'hélium, on peut vraiment mettre en jeu des écoulements quasi industriels. Et justement, bon, un exemple quasi industriel, c'est le refroidissement des aimants supraconducteurs du CERN. Vous savez, l'anneau où a été de l'accélérateur, où a été mis en évidence le boson de Higgs. Bien, pour guider les protons avant qu'ils se collisionnent, il y a des aimants supraconducteurs. Ces aimants supraconducteurs, il faut les maintenir froids. Et pour le refroidissement, ça fait longtemps que les gens avaient prévu d'utiliser une circulation d'hélium superfluide. Et quand j'ai discuté, je me souviens, avec M. Claudet, qui est du CEA, qui s'intéressait au problème, il m'a dit il faut faire très attention parce qu'avec avec cet hélium, quelquefois, en baissant la pression, on augmente la température. Il y a des comportements un peu bizarres. Et donc, il faut très bien connaître les pertes de charge. J'ai dit, mais comment tu fais pour avoir les pertes de charge? Il est super fluide. Donc, on ne peut pas savoir quelles sont les pertes. Alors, il m'a dit, écoute, c'est pas la peine d'en parler trop, mais nous, on fait comme s'il était normal. Et donc, c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer. C'est pourquoi, effectivement, c'était justifié de considérer qu'il était normal. C'était un écoulement turbulent. Alors pour ça, il faut introduire quelque chose de nouveau aussi, une particularité qu'il y a dans ces superfluides, qui est les tourbillons quantifiés. Alors pour comprendre ce que c'est qu'un tourbillon quantifié, c'est un peu délicat, mais je trouve qu'une bonne comparaison, c'est les dislocations dans un cristal. Pareil, un superfluide, c'est un état ordonné, un cristal aussi, et il y a des défauts. Dans le cristal, ce sont les dislocations, et dans le superfluide, ce sont les tourbillons. Et dans un cristal, si vous remarquez que si vous faites le tour d'une dislocation, vous voyez, en partant du haut, vous faites 3 rangées vers la droite, 5 rangées vers le bas, 5 rangées vers la gauche, 5 rangées vers le haut, puis 2 rangées vers la droite, et normalement, si le cristal était parfait, vous devriez retomber au même endroit. Eh bien, non. Il y a un défaut. Il y a un décalage, et ce décalage, il ne dépend pas de la distance à laquelle vous faites ce circuit. Si vous faites le circuit plus loin, c'est pareil. Vous aurez exactement le même décalage. Et les caractéristiques, ce décalage, de la dislocation que vous avez entourée. Eh bien, c'est la même chose pour le tourbillon. Vous avez quelque chose qui est caractéristique du tourbillon, c'est ce qu'on appelle la circulation. Bon, la circulation de l'écoulement, de la vitesse,
elle a un rapport avec la constante de Planck H et la masse des atomes d'hélium. Bon là c'est peut-être un peu délicat de montrer pourquoi, hein, mais cette circulation est quantifiée. On a toujours une circulation H sur L. Et donc, si vous remarquez, une circulation, c'est une vitesse multipliée par une longueur. Et de nouveau, on peut avoir un nombre de Reynolds, hein, puisque en divisant la vitesse du superfluide multipliée par les dimensions de l'écoulement, en les divisant par ce quantum de circulation, eh bien, on a de nouveau un nombre de Reynolds. Et le nombre, ce nombre, quelle est sa signification? Eh bien, quand le nombre de Reynolds devient plus grand que 1, eh bien, soit des tourbillons peuvent spontanément se créer, soit, si vous partez d'un tourbillon, eh bien, vous pouvez l'étirer parce qu'un écoulement, ça force sur un tourbillon. Hein, ça force, il y a une force de Magnus qui s'exerce sur un tourbillon, et donc vous tirez sur le tourbillon et vous pouvez faire partir des boucles de tourbillon, comme si vous soufflez sur une membrane de bulle de savon, vous faites partir des bulles de savon. Donc vous pouvez créer comme ça des tourbillons, et donc il apparaît effectivement, le fluide devient turbulent quand vous dépassez le nombre de Reynolds de l'ordre de 1. Et autre chose qui est importante à propos de ces tourbillons, c'est qu'ils vont induire un couplage, une force entre le fluide normal et le superfluide par les forces mutuelles qu'exercent le fluide normal et le superfluide sur eux. Vous voyez, le superfluide, je l'ai dit tout à l'heure, à cause de l'effet Magnus, il va y avoir une force, si vous avez un écoulement par rapport au tourbillon, il va y avoir une force de Magnus sur le tourbillon. Le fluide normal, lui, il va frotter sur le tourbillon, il est visqueux. Il va frotter sur le tourbillon. Donc il va exercer une force de friction. Mais si le tourbillon est droit, j'aurais dû le dessiner droit, si le tourbillon est droit, eh bien au total, il ne peut supporter aucune force. Donc ces forces doivent être égales et opposées, et par l'intermédiaire du tourbillon, c'est en fait une force qui s'exerce de la part du fluide normal, flux superfluide, ou réciproquement. Donc il y a un couplage entre les deux, entre le fluide normal et le superfluide, grâce à ces tourbillons. Alors rapidement, quand on a quelque chose de très turbulent, on va avoir tout un paquet de spaghettis de tourbillons, et quand on a tout cet entrelac de tourbillons, eh bien on va avoir un frottement entre le fluide normal et le superfluide. Et le résultat va être que, à grande échelle, bien sûr pas juste au milieu entre l'intérieur d'une boucle de tourbillon, parce que là, il est clair que la vitesse du superfluide et la vitesse du fluide normal ne sont pas les mêmes. Mais à grande échelle, les vitesses vont devenir les mêmes. Et avec cet entrelac de tourbillon, on va avoir d'une part dissipation d'énergie par la reconnexion. Vous voyez, si vous avez des... je ne le montre pas bien, mais peut-être ici, vous avez... j'ai essayé de figurer une reconnexion. Si vous avez deux tourbillons qui arrivent comme ceci, et bien, ils vont repartir en se décroisant. Et ça fait dissiper de l'énergie. Et puis, il y a aussi la friction, tout simplement, contre ce tourbillon qui va dissiper de l'énergie. Donc vous allez dissiper de l'énergie par l'intermédiaire de cet entrelac de tourbillon. Donc c'est là finalement que va se faire la dissipation. Donc finalement vous voyez qu'on commence à ressembler, ça commence à ressembler à un fluide classique, puisque à grande échelle, les deux vitesses, d'accord, on a deux vitesses, puisqu'on a un superfluide et un fluide normal. Mais ces deux vitesses sont bloquées l'une par rapport à l'autre à cause de la présence de cet entrelac de tourbillon. Donc on se retrouve avec un seul fluide. Et où est-ce que l'énergie est dissipée? Au lieu d'être dissipée par viscosité, parce que là il n'y a pas de viscosité, elle est dissipée à l'échelle des tourbillons par leur reconnexion ou par leur frottement contre le fluide normal. Alors maintenant je vais passer à ce que les gens ont fait sur cette turbulence superfluide. Déjà, la première chose justement que les gens ont voulu vérifier, si c'était vrai que finalement on avait
la turbulence du superfluide ressemblait beaucoup à la turbulence du fluide normal. Et là, c'est une expérience qu'on fait de personnes, Tabeling et Morer, donc en 98, dans un volume qui faisait en gros 2 litres, je crois. Ils ont utilisé des systèmes de pales qui tournaient en sens inverse, un peu comme une machine à laver, qui brassaient le fluide pour faire un fluide turbulent. Et ils ont pu regarder quelle était la vitesse, aussi bien dans l'état normal, parce qu'à 2,3 degrés absolus, le fluide est normal, il se comporte comme de l'eau. Et ils ont pu comparer aussi à 1,4 par contre, il est superfluide. Et ce qu'ils ont représenté ici, c'est l'énergie de l'écoulement en fonction de l'échelle à laquelle on regarde. Vous voyez, supposez que vous êtes dans un ballon, dans la nacelle d'un ballon, le ballon est emporté par l'écoulement moyen, mais autour de la nacelle, il y a encore des mouvements. Donc ça, c'est une échelle, c'est un mouvement à une échelle plus petite que celle du ballon. Parce que tout le mouvement à l'échelle du ballon, vous le voyez plus puisque vous êtes entraîné avec lui. Donc là, en fonction de l'échelle, la fréquence varie, et donc vous voyez comment décroît l'énergie, et ça c'est exactement ce qui a été prédit par la turbulence, et qui est bien vérifié, et aussi bien donc dans le cas d'un fluide normal, ça c'était classique, que d'un superfluide. Donc on se retrouve exactement avec la même chose. Alors une autre vérification qu'ont fait d'autres chercheurs, c'est d'essayer de visualiser ces tourbillons. Et là, ils ont réussi à le faire en ensemençant leur fluide avec des petits flocons d'air solide. Parce qu'à ces températures-là, bien sûr, l'air est solide. Donc en injectant correctement de l'air dans l'écoulement, on se retrouve avec des tas de petits flocons. Et ces petits flocons, ils ont tendance, comme vous le voyez, à s'accrocher sur des tourbillons. Et donc ils peuvent mettre en évidence les tourbillons, c'est ce qu'ils ont figuré avec en le soulignant des couleurs différentes, les différents tourbillons. Alors bien sûr, cette expérience, elle a été un peu controversée parce que, bon, il faut voir que ces particules, elles doivent être de l'ordre du micron. Le cœur d'un tourbillon quantique, c'est plutôt de l'ordre du dixième de nanomètre. Donc c'est un petit peu comme si on parsemait une toile d'araignée de ballon de foot pour la visualiser. C'est sûr qu'on la verrait bien, mais enfin, bon, la dynamique des fils d'araignée ne serait pas forcément la même. Mais il n'empêche que c'était quand même convaincant. C'est-à-dire là, on a bien l'impression qu'effectivement, on a un chapelet de particules accrochées sur un tourbillon. Et il y a également, bon, je ne vous ai pas montré, mais il y avait une vidéo correspondante et on voyait des reconnexions qui étaient tout à fait convaincantes. Alors, dernière chose, ce qu'on fait aussi, c'est essayer de faire des souffleries. Alors voilà quelque chose qui a été fait par exemple au CEA à Grenoble. Alors, on retrouve un peu, c'est une version plus grande de ce qu'avait fait Tabeling et Morer. Vous voyez, il y a des systèmes de pales, que je pourrais montrer encore une fois avec la flèche, des systèmes de pales qui sont prévus de tourner en sens inverse, ici et ici, et qui brassent le fluide sur des dimensions de l'ordre du mètre. Et comme ça, on arrive à des très hauts nombres de Reynolds. Alors, bien sûr, ce qu'on dissipe comme énergie, c'est 400 watts. Mais 400 watts, pour dissiper 400 watts, il faut quand même refroidir, et vous vous retrouvez à dissiper 1 mégawatt avec des pompes à température ordinaire. Mais il faut voir, quand même, que pour obtenir le même nombre de Reynolds, avec de l'eau ou de l'air, c'est beaucoup plus qu'un mégawatt. Donc on arrive à figurer donc, des écoulements turbulents, alors pas n'importe quel écoulement turbulent, mais des écoulements turbulents de très haut nombre de Reynolds avec l'hélium. Et donc aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir comparer dans l'état normal et dans l'état superfluide pour voir si quelque chose va apparaître de différent, qui nous donnera une indication sur qu'est-ce qui est important pour telle ou telle propriété de la turbulence. Donc, bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sauf à vous parler un petit peu, parce que je n'ai pas parlé beaucoup des méthodes de visualisation, des méthodes
d'études. Bon, j'ai déjà parlé de la possibilité de mettre des particules dedans, des flocons d'air, par exemple, ou d'autres choses. Alors, ça pose des problèmes qui ne sont pas dans les qu'on n'a pas avec les fluides classiques. Par exemple, vous voyez ce tourbillon, ce flocon-là, accroché sur un tourbillon, ben, il va suivre le tourbillon, ou plutôt on pourrait dire que c'est le tourbillon qui le suit, parce que le flocon est beaucoup plus gros. D'autre part, là où c'est le plus clair, c'est celui qui n'a rien. Alors là, la seule chose qui agit dessus, c'est le fluide normal. Donc il va suivre le fluide normal. Et maintenant, s'il y en a un où il y a des tourbillons qui sont accrochés en boucle dessus, eh bien à cause de ces tourbillons, il va être sensible au superfluide, et à cause de sa taille, il va être sensible au fluide normal, donc il va suivre qui. Bon, voilà. Ceci dit, c'est quand même une indication, et il y a déjà des écoulements, des gens qui ont observé des écoulements où ils savaient que le superfluide et le fluide normal allaient en sens inverse, et qui ont vu effectivement qu'une partie des particules allait dans un sens, une partie des particules allait dans l'autre. Et il y a encore des études à faire pour bien analyser ce que ces renseignements veulent dire. Alors une autre chose aussi qu'on ne peut avoir qu'avec un superfluide, c'est une sonde à second son. C'est pour ça que je vous ai parlé de second son tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut, entre deux pinces, créer une sorte de cavité avec un émetteur. Je vous ai dit, c'est un son de température. Donc on peut, avec un chauffage alternatif, créer une onde, ici, qu'on détecte de l'autre côté avec un thermomètre, et pour vérifier quel est le facteur de qualité de cette cavité que l'on a entre les deux. Et ce facteur de qualité, comme les tourbillons dissipent, atténuent le second son, puisque son compte de tourbillons réagissent à un mouvement entre superfluide et fluide normal, comme il y a un frottement entre les deux, ça va diminuer le facteur de qualité de la cavité, et donc par ce facteur de qualité, on va pouvoir mesurer la densité de tourbillon, qui n'est pas quelque chose que classiquement on peut mesurer. Bien, donc je vais m'en tenir là pour cette conférence. Juste à faire remarquer que, donc, bien que ça ne soit pas complètement local, parce qu'on n'ira jamais en dessous de la distance entre tourbillons, on a quand même des dimensions petites grâce aux nouvelles méthodes de fabrication. Et donc pour moi, donc, la turbulence superfluide, ça peut être vu comme plusieurs choses. Une curiosité stimulante, parce que je pense quand même que c'est amusant qu'on arrive à faire des choses avec cette turbulence qu'on ne pouvait pas faire avec l'autre. C'est en même temps un outil pour étudier la turbulence classique, puisque on a, encore une fois, c'est un moyen de changer un paramètre, changer la façon dont la dissipation se fait, et donc voir qu'est-ce que ça va modifier dans le comportement de la turbulence. Bon, c'est aussi un enjeu technique en soi. Bon, j'ai parlé des aimants du CERN. Bon, pour le moment, il n'y a pas énormément d'endroits où les gens s'amusent à faire circuler de l'hélium superfluide à très grande vitesse, mais il y a d'autres aimants qui peuvent être intéressants à refroidir. Et donc, à un moment aussi, on parlait de créer des circuits supraconducteurs pour diminuer les dissipations dans les villes, etc. Il peut y avoir d'autres cas, petit à petit, où on va s'intéresser à la turbulence du superfluide. Et puis, bon, pour moi, ça a été l'occasion d'avoir le plaisir de vous rencontrer. Et je vous remercie pour votre attention. Ah oui. Il va y avoir plein de questions. Ah. Ça y est, le micro est prêt. Pour la première question. Bon, un peu d'élan. Ça refroidit. Allez. Quelles sont les autres propriétés physiques de l'hélium superfluide? La compressibilité, Les compressibilités, là, par exemple, la vitesse du son est relativement faible, elle est de 200 mètres par seconde, et quand même à peu près comme un peu moins
clair, mais c'est à peu près comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La densité est à peu près le dixième de celle de l'eau. La compressibilité isotherme est la même valeur. Comment? La compressibilité isotherme. Oui, la compressibilité isotherme, elle est peut-être un peu plus grande, enfin un peu plus faible que celle de l'air, puisque la densité est plus forte que l'air. Mais à part ça, voilà. La vitesse du son est un peu inférieure à celle de l'air, pas beaucoup, et la densité est à peu près 100 fois celle de l'air. Bon, s'il n'y a personne qui pose des questions, je vais en poser une. Peut-être vous pourriez montrer une application industrielle. Vous avez parlé des aimants supraconducteurs où on a su, à partir de vos études, modifier éventuellement des éléments pour profiter au mieux des propriétés que vous avez étudiées. Eh bien non, pas encore. Il n'y a finalement pas énormément de temps que les gens regardent à la turbulence. On pourrait espérer quoi alors? Mais ce qu'on espère toujours, c'est voir une différence. Finalement, c'est un peu le problème de voir exactement la même chose que dans la turbulence classique. Parce que du coup, on ne sait pas le changement qu'on a fait à petite échelle, il n'a pas l'air d'être important. C'est déjà un renseignement. Ça veut dire il y a un cas quand même qui pourrait être intéressant pour les gens, c'est que par exemple, représenter un écoulement, même classique, par un entrelac de tourbillon, c'est une méthode de simulation d'écoulement qui est classique et connue depuis longtemps. C'est une méthode par vortex et ça se pratique dans les simulations numériques depuis longtemps. C'est intéressant de voir qu'effectivement, un fluide qui effectivement fonctionne comme ça, puisque tout son écoulement c'est celui autour de vortex, hein, eh bien il a finalement un écoulement qui est bien celui d'un fluide classique turbulent. Donc c'est déjà, on a une expérience qui montre qu'on a raison de simuler des écoulements comme ça. Bon, sinon des conséquences pratiques, à part cet exemple du CERN, je n'ai pas beaucoup. Oui. On a utilisé dans l'espace l'hélium pour le satellite de Planck. Oui. On a refroidi les détecteurs jusqu'à en dessous de 100 millikelvin. Oui. Mais c'est un mélange d'hélium 4 et d'hélium 3. Oui. Est-ce que les propriétés de l'hélium 3 elles sont très différentes de celles de l'hélium 4 vis-à-vis de ses caractéristiques? Ou est-ce que c'est... Pour la superfluidité, oui. La superfluidité pour l'hélium 3 est plus voisine de la supraconductivité des électrons d'un métal. C'est-à-dire qu'il faut arriver à attendre que les hélium 3 veuillent bien se mettre par paire pour accepter de devenir superfluide. Sinon, ça marche pas, ça ne devient pas superfluide. C'est une histoire, vous connaissez sans doute, les particules en mécanique quantique se séparent entre deux types de particules, les fermions et les bosons. Et donc les hélium 4 dont j'ai parlé ici, ce sont des bosons. Et les hélium 3, comme il y a un neutron de moins, c'est des fermions. Et donc c'est différent. Alors par contre, pour revenir au mélange hélium 3 et hélium 4, c'est très voisin de l'effet Peltier. On fait circuler de l'hélium 3, l'idée c'est de faire circuler de l'hélium 3 d'une phase diluée dans l'hélium 4 à une phase dense. Et dans les deux, l'entropie par particule n'est pas la même, et donc en passant d'un à l'autre, on fait du froid. Est-ce qu'il y a une limite physique pour obtenir des températures encore plus basses que ce qu'on sait faire actuellement, soit en termes de technique, soit dans la physique? Est-ce qu'il y a une limitation pour obtenir une température? Alors il y a deux types de limitations. La question, en dessous d'une certaine température, en gros, il faut que le réfrigérant soit justement le système que vous voulez étudier. Parce que
faire passer le froid, enfin, faire passer la chaleur d'un corps à l'autre devient très très compliqué à basse température. Il y a des résistances thermiques entre corps qui apparaissent et qui font qu'on n'arrive pas à refroidir un corps avec un autre. Donc si on veut refroidir, si on veut étudier justement ce qui devient froid, c'est parfait. Mais si on veut refroidir autre chose pour l'étudier, ça devient moins facile. Donc, par exemple, alors, suivant les cas, on arrive à refroidir des gaz d'atomes, les gaz d'atomes ultra froids, à des températures qui sont en dessous du micro-Kelvin. Mais, encore une fois, c'est en les mettant dans une sorte de mélasse optique et en refroidissant les atomes un par un. Et après, on s'intéresse justement à ce gaz-là. On sait aussi refroidir les aimants, les petits aimants magnétiques que constituent les noyaux d'atomes, par exemple d'atomes de cuivre, dans un morceau de cuivre. On sait les refroidir à des nanokelvins. Il y a des gens qui ont étudié la transition antiferromagnétique de ces atomes, de ces moments magnétiques, à quelques nanokelvins. Mais parallèlement, les électrons du même cuivre étaient 1 million de fois plus chauds. Mais ils ne se voyaient pas. Donc on ne pouvait pas refroidir autre chose avec. C'était froid, mais il fallait étudier ce qu'on avait refroidi. Donc c'est le problème principal. C'est de transmettre la chaleur à ces températures-là. Je vais vous poser une question un peu simpliste. Ouais. Où faites-vous ces expériences? Est-ce qu'on a une vue de ce matériel? Et ensuite, est-ce que ça pourrait servir aux avions, puisqu'on a toujours des problèmes de turbulence de sillage? Oui, eh bien, oui, c'est une question effectivement alors où on fait ces expériences, je l'ai signalé là au moins pour une expérience au CEA à Grenoble. Ils ont une expérience de grande envergure de turbulence dans l'hélium. Sinon, c'est là qu'ils faisaient aussi les essais, qu'ils ont fait les essais pour le refroidissement des membres du CERN. Sinon, il y a aussi, on a fait des expériences, mais dans l'hélium gazeux, c'est autre chose, pas superfluide, au CERN lui-même. Il y a des gens qui ont... et tous les gens qui ont des moyens de refroidissement très puissants peuvent faire ça, et à un moment, il y en a qui faisaient ça à Brookhaven, un laboratoire aussi qui est un accélérateur de particules près de New York. Donc partout où il y a des gros moyens de refroidissement, on peut faire ça. Alors pour ce qui est des avions, c'est intéressant parce que quand j'ai discuté à un moment avec d'autres physiciens, des collègues physiciens, je leur demandais, mais un phénomène qui a une probabilité 10-8, c'est-à-dire 1 sur 100 millions de fois, est-ce que c'est intéressant à étudier? Alors, la réponse en général, j'ai dit non, c'est pas intéressant à étudier, ça n'arrive jamais. Et alors justement, pour les avions, vous me démentirez, parce que le temps caractéristique d'un coup de vent sur des ailes d'avion, c'est de l'ordre de la seconde. Savoir s'il arrive quelque chose à un avion en 10 puissance 8 secondes, ça peut être intéressant. 10 puissance 8 secondes, c'est 3 ans. Savoir s'il va arriver quelque chose tous les 3 ans à un avion, ça peut être intéressant. On pourrait même, vu le nombre d'avions qui circulent, pousser ça à 10-11 ou 10-12. Donc, vous voyez, c'est un domaine où s'intéresser à des très faibles probabilités peut être très intéressant à comprendre. Et quand je montrais ce bruit-là en particulier, c'est qu'une des choses auxquelles on s'intéresse, c'est les queues de distribution des coups de vent, des variations rapides de vitesse. Alors, je ne vais pas vous dire que ça a eu un intérêt sur les avions, parce que c'est aussi ennuyeux. Moi, je ne suis pas directement proche des applications, mais je suis un peu ennuyé. Si j'arrive à quantifier ces probabilités, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va réduire les marges de sécurité. Est-ce sérieux? Je préfère encore que les marges de sécurité soient... Bon, ceci dit, comprendre est toujours une bonne chose.
Donc, plus on comprendra, mieux ça vaudra pour les... Merci. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que ces vortex dans l'hélium superfluide sont eux-mêmes des objets quantiques? Parce que par exemple, dans un superconducteur de seconde espèce, vous avez des vortex électroniques qui sont des objets quantiques. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Alors ils sont quantiques dans la mesure, effectivement, où la circulation est quantifiée. Ils sont quantiques dans le même sens qu'une dislocation est quantique. C'est-à-dire que vous n'avez pas une dislocation avec n'importe quelle circulation de mouvement autour. Vous avez des quantas. C'est quantique en ce sens-là. C'est pas quantique en le sens que ça peut passer par effet tunnel à un endroit ou à un autre, mais c'est autre chose. Un jour, je tiens le micro à disposition. Bon, on approche de l'hiver, là, il fait froid. Et avec de l'hélium qui refroidit. Ah, si. On va rentrer dans les détails, hein. Juste à dire, c'est une question de Béotien, y a-t-il d'autres gaz qui aient des propriétés équivalentes, qui soient aussi intéressantes? Bon, pour là, dans sa phase liquide, l'hélium, et c'est vrai que de façon, pour ce qui est d'un superfluide dense, il n'y en a pas d'autres. Et pour ce qui est d'avoir des quantités, comme je l'ai dit, quasi industrielles à manier, il n'y en a pas d'autres non plus. Ceci dit, maintenant, je vous dis, depuis le milieu des années 90, les gens savent prendre un millier ou 10 000 atomes. Ils ont commencé ça avec du rubidium, qui pourtant est bien solide à basse température. Et en les maintenant la vapeur, les atomes assez loin, et en les refroidissant un par un, ils ont réussi à faire un gaz qui, lui, reste stable à quelques micro-degrés. Et donc, ils ont observé la fameuse condensation de Bose, voilà, et qui est en dessous de laquelle le fluide que forment ces atomes est superfluide. Est-ce que c'est ce principe-là qui est utilisé dans les horloges atomiques, où on cherche à avoir des raies extrêmement fines? Oui. Et donc, oui, ils utilisent ces condensats d'atomes pour les horloges atomiques. Oh, oui, effectivement. Parce que ces atomes ont un comportement cohérent. Se comportent de façon cohérente et donc ça améliore la précision. et donc d'avoir une règle absolument une finesse diabolique. Nous avons eu une conférence sur ce sujet ici, Ah oui. où on a parlé effectivement du refroidissement, du fait d'arrêter ces atomes. Oui. Ça représentait l'arrêt d'un Airbus sur quelques mètres, une énergie considérable pour les arrêter. C'était assez surprenant. Alors, quelqu'un a levé le bras? Oui. Oui, jusqu'où on peut pousser la comparaison entre la dynamique des dislocations et la dynamique des tourbillons? Parce que dans ce que vous avez montré, en fait, il y a des choses qui sont très basiques, les croisements de dislocation, du à des nœuds, etc. Donc il y a toute une géométrie qui a été beaucoup étudiée. Et quels sont les rapprochements qu'il y a, ou est-ce que c'est... Bon, c'est intéressant. Il y a des rapprochements, hein, il y a des... C'est vraiment, moi, j'aime bien le présenter comme ça parce que c'est la même chose si vous avez fait si vous refroidissez l'hélium pour avoir un bain d'hélium superfluide, c'est comme refroidir encore pour avoir un cristal. Si vous ne faites pas attention, il va être plein de dislocation. Eh bien, c'est pareil pour les bains d'hélium, si on ne fait pas attention, ils sont pleins de tourbillons. Et c'est difficile à éliminer. De ce côté-là, il y a une parenthèse. Ceci dit, les tourbillons sont plus mobiles en général que les dislocations. Mais il y a aussi, même chose, des efforts qu'on peut faire sur des dislocations, de la même façon qu'un écoulement peut faire des efforts sur les tourbillons. Il y a les sources de Franck-Gehry, donc ça peut correspondre à des émissions de boucles de tourbillons. Il y a beaucoup de choses qui sont voisines. C'est pour ça que j'aime bien faire cette comparaison. Il y a la même chose dans
un matériau très écroué, on se retrouve avec tout un réseau de dislocation, de la même façon que si on rend très turbulent un écoulement d'hélium, eh bien, on va avoir tout un réseau de tourbillons. De ce côté-là, d'ailleurs, peut-être dans les dislocations, on est peut-être aller plus loin pour les tourbillons, par exemple. C'est une chose qu'on ne sait pas bien encore, qu'on aimerait savoir, c'est si les tourbillons ont tendance à se grouper par tourbillons de même signe, parce que, vous voyez, par rapport aux dislocations, les dislocations elles peuvent avoir des contacts très différents. Les tourbillons, il n'y a qu'un seul quantum de circulation possible, parce que s'il y en avait deux, il aurait 4 fois l'énergie, et donc il se décomposerait en 2 fois 1 très facilement. Donc les tourbillons sont de variété moins grande que les dislocations. Mais même chose, on aimerait quand même savoir s'ils ont tendance à se grouper en paquets de même signe, ou bien si on se retrouve avec un arrangement avec des tourbillons de signe contraire proches. On ne sait pas ça. C'est pas bien. Mais il y a des parentés. Il peut y avoir des annihilations de tourbillons de signe contraire. Oui, il peut y avoir des annihilations, mais justement comme ils sont souples, si j'ose dire, cette annihilation se fait par un croisement, justement, en fait. C'est pas toute la longueur d'un seul coup qui s'annule. Oui, à un moment donné, on a signalé qu'il y avait 2 fluides. Oui. Est-ce qu'on connaît visiblement, ils ont des réactions différentes. Oui. Hydrodynamique. Oui, hydrodynamique. Qu'est-ce qu'on sait de leur comportement lorsqu'on se met dans des situations, je dirais, classiques, Rayleigh Bénard par exemple, est-ce qu'il y en a un qui répond ou pas, il y en a un qui est instable et l'autre pas, qu'est-ce qu'on sait? Alors déjà, j'ai bien insisté sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose de physique dans cette histoire de fluide. D'accord? C'est une représentation, tout se passe comme si. Mais il n'y a pas vraiment de fluide en particulier, il ne se conserve pas. Vous voyez, si vous avez une paroi chauffante, c'est comme un émetteur de fluide normal et quelque chose qui absorbe du superfluide. C'est un endroit où ces 2 fluides ne se conservent pas. Si vous chauffez un endroit, ça se traduit par jeter dans l'écoulement du fluide normal et bouffer du superfluide. Donc il n'y a pas de conservation comme par exemple il pourrait y avoir pour l'oxygène et l'azote dans l'air. Et une autre chose alors quand on chauffe, le problème c'est que justement il y a quand même un relativement faible couplage entre ce fluide normal et le superfluide. Et donc l'hélium, dans cet état-là, est une sorte de supraconducteur de la chaleur. Donc c'est très difficile de faire des différences de température. Quelles sont les techniques de mesure? Quelles sont les techniques de mesure des événements au sein de ces fluides? Et est-ce qu'on arrive à modéliser mathématiquement tout ça? Je parle en tant que novice. Oui, non, mais c'est là qu'on voit que il y a les études de turbulence classiques, elles ont presque 200 ans. Et là, je parle de quelque chose auquel les gens s'intéressent depuis une vingtaine d'années, en gros. Et c'est là qu'on... Bon, alors, il y a des moyens qui sont copiés de la turbulence, comme par exemple le l'ensemencement. Un ensemencement de particules, je l'ai dit, on peut suivre comme ça les particules, et vous savez que c'est une méthode grâce aux techniques, aux moyens de calcul qu'on a maintenant, pour étudier l'écoulement d'un fluide. On fait la même chose, on ensemence de particules, et on regarde et on mesure les vitesses de chaque particule pour savoir les vitesses du fluide à différents points. Là, on peut faire la même chose avec la complication génétique. Quelquefois, on a des particules qui vont au sens inverse parce que les unes suivent le fluide normal, les autres le superfluide. Ça, c'est une chose. Sinon, la méthode qu'ont utilisée les premiers qui ont étudié la turbulence, c'est tout bêtement un tube de Pitot. Vous avez peut-être entendu parler d'un tube de Pitot. Le tube de Pitot, ça a mauvaise réputation depuis l'accident du vol Air France Paris, mais c'est quand même quelque chose de très robuste, normalement, pour mesurer une vitesse. Un tube de Pitot mesure la pression d'arrêt
du fluide sur un obstacle. Et cette pression d'arrêt, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc on a une mesure qu'on n'a même pas besoin d'étalonner. Si on a étalonné la pression, on connaît la vitesse. Et c'est normalement assez robuste. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont mesuré la vitesse, parce qu'ils pouvaient mesurer ça aussi bien quand l'hélium était normal que quand l'hélium était superfluide. Par exemple, quelque chose qui marche beaucoup moins bien, comme on en a discuté tout à l'heure, c'est la fameuse technique du fil chaud qui vieillit depuis plus de 100 ans en turbulence classique, où il s'agit d'un tout petit bout de fil, de le chauffer et de regarder quelle est la puissance qu'il faut mettre dedans pour le maintenir à température constante. Eh bien, le problème, c'est que dans le superfluide, comme le superfluide est un supraconducteur de chaleur, c'est très difficile de le maintenir comme ça. D'accord? Donc, ça marche pas bien. On y arrive en le montant à des tellement hautes températures qu'autour du fil, ce n'est plus superfluide, et donc, bon, et c'est un peu brutal comme méthode. On cherche en ce moment des méthodes. Il y a des méthodes qui peuvent marcher, qui est de la diffraction du son. Il y a des gens qui font le son est diffracté par les mouvements de tourbillon, tout simplement parce que le son, par son mouvement d'aller et venue, il fait bouger les tourbillons, et le mouvement de tourbillon induit une émission plus loin. Donc vous avez diffraction du son par les tourbillons, et on peut mesurer les tourbillons, la vorticité, par cette méthode-là. Et ça marche aussi bien pour le superfluide que pour les fluides classiques. Ça, c'est toujours pareil, mais il y a pas mal de méthodes qui devraient marcher de façon théorique, et puis, vous savez, développer une technique, c'est 20-30 ans. Le fil chaud, les gens le développent encore. Hein. Et ça a commencé au tournant du 19e ou 20e siècle. C'est long, une technique à développer. Je vais me permettre d'autres questions. Alors, donc, vous êtes en recherche aussi de techniques de mesure adaptées à ce fluide qui a des propriétés qui rendent toute approche de mesure très difficile. Différentes. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire dans un fluide classique. J'ai montré par exemple ce que j'ai montré comme pince de second fond, là, une cavité second fond qui est capable de mesurer la densité de tourbillon. Ça mesure en gros la valeur absolue de la vorticité, qu'elle soit dans un signe ou dans l'autre. Et ça, dans un fluide classique, c'est une quantité qui serait intéressante à mesurer. Mais on n'a aucun moyen de le mesurer dans un fluide classique. Là, on peut le mesurer. Bon. Oui. Quelle est votre confraternité dans le monde? Il y a combien de personnes comme vous qui font ça, et quels sont les alliés les plus proches ou les plus les gens qui font ça, il doit y avoir peut-être une dizaine de groupes dans le monde. Et en France? En France, peut-être deux. D'accord. C'est beau. Ouais. Toujours pour reprendre l'analogie avec les cristaux. Oui. Dans l'espace, on sait faire des cristaux qui ont une taille, une qualité pratiquement impossible à faire sur Terre, parce que sont extrêmement difficiles. Est-ce qu'on peut imaginer certaines expériences intéressantes dans l'espace en sorte de gravité? Alors, pour les cristaux, on comprend que la gravité fait un effort, et les efforts font bouger les dislocations. Tandis que là, c'est des écoulements qui pourraient faire bouger les vortex. Alors, ce qu'il faut éviter, surtout, c'est les différences de température entre deux points, plus que la gravité a moins de rôle, je dirais, spontanément. Les gens qui ont réussi, les premiers à avoir des bains d'hélium très très propres sans tourbillon, en fait, ils les ont filtrés. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer leur hélium superfluide à travers une poudre extrêmement fine.
de sorte que les tourbillons avaient tendance à se piéger sur les poudres et ils ne traversaient pas la poudre. Tandis que le ion superfluide, lui, pouvait traverser et aller de l'autre côté. Ça posait des petits problèmes pour vider. Parce qu'évidemment, si on laisse le fluide se réchauffer au-delà de sa température de superfluidité, il ne peut plus passer par la poudre. Donc vous voyez facilement ce qui va se passer en réchauffant. Donc c'était la difficulté. Autrement, c'était une méthode pour, effectivement, pour même chose, c'est quand même, il faut prendre des précautions un peu similaires, même s'ils ne sont pas les mêmes, pour avoir un bain parfaitement propre, sans turbulence, et un cristal parfaitement propre, sans dislocation. Il faut prendre des précautions, ça ne se fait pas comme ça. Mais la gravité, je ne crois pas qu'elle ait une aide. Ouais. Oui, l'intérêt de la superfluidité pour les éléments superconducteurs, c'est qu'on n'a pas besoin, pas la nécessité de faire circuler le fluide, mais il faut le faire circuler, si, et c'est ce que avec du fait des dissipations. Voilà, il y a quand même des dissipations, il faut le faire circuler, mais l'avantage c'est qu'il conduit très bien la chaleur. C'est-à-dire, en général, vous voyez que vous avez de l'eau, le problème c'est que la viscosité est faible, mais la diffusivité de chaleur est faible aussi. D'accord? Donc c'est difficile d'avoir des fluides où la viscosité est faible et la diffusivité de chaleur très grande. C'est très rare. Bon, il y a un exemple connu, c'est le soleil, mais c'est pas courant. Mais là, on a la chance d'avoir quelque chose qui conduit très bien la chaleur et qui en même temps est très peu dissipatif. Mais torse supra, il n'y a pas de superfluide? Torse supra, il doit y avoir, c'est possible qu'il y ait effectivement que les aimants qui font le champ dans torse supra soient des aimants supraconducteurs et donc refroidis aussi par le superfluide, c'est possible. Et pour l'ITER mais là, je parle sans trop savoir, je dois dire. Hein. Bon, je pense, parce que c'est un problème, je me rappelle mon patron de thèse, Chabert, s'était un peu moqué d'un monsieur théoricien de la supraconductivité anglais, Pippard, qui avait été celui qui avait fait quasiment abandonner la physique à un moment au Royaume-Uni, parce qu'il avait considéré que les dépenses devenaient trop fortes, donc les Anglais ils sont sévères dans ce cas-là, il avait coupé tous les crédits. D'accord ? Et quelques temps après, on a découvert les supraconducteurs à haute température critique, qui sont très intéressants, parce qu'on peut les refroidir avec de l'azote liquide, qui est quand même beaucoup moins cher et avec chaleur latente beaucoup plus grande que l'hélium. Donc Chabert s'était un peu moqué de Pippard en disant toi qui es un spécialiste de supra, au moment où il y a quelque chose de formidable en supra, tu as coupé tous les crédits en Angleterre. Et Pippard avait eu une très bonne remarque. Il avait dit c'est des céramiques, personne n'a jamais fait des fils avec des céramiques. Et c'est vrai que les supraconducteurs, si on ne sait pas faire des fils avec, il y a beaucoup d'emplois qui tombent, et en particulier les aimants, parce que les aimants c'est des bobines. Et si on ne sait pas faire des fils, on ne sait pas utiliser ces supraconducteurs. Et les supraconducteurs à haute température critique, leur développement est retardé par le fait que justement on a du mal à faire des fils. Les gens se débrouillent, hein. Ils ont réussi à mettre le supraconducteur en poudre, le noyer dans de l'argent et tirer les fils d'argent. Bon. Alors quand ça passe pas par le supraconducteur, ça passe par l'argent qui n'est pas mauvais non plus. Bon, c'est quand même pas aussi facile qu'avec des supraconducteurs classiques. Oui, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vous remercie beaucoup.